Si vous êtes salarié, vous en avez une. La question, c'est est-ce que vous la lisez et surtout, est-ce que vous la comprenez? Puisque la fiche de paye, c'est pas simplement l'information du salaire net. Il y a beaucoup d'autres lignes qui nous disent beaucoup de choses sur notamment vos cotisations, un peu moins sur celles de l'entreprise, même s'il y en a. On va expliquer tout ça avec mes invités. Boris Smolik, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, directeur grand compte pour Malakoff Humanis, donc directeur grand compte épargne, si je suis précis. Combien de fiches de paye chaque mois sont éditées par Malakoff Humanis? Environ 10 000 salariés. Donc ça fait beaucoup de travail pour le service RH, donc je pense que c'est une équipe quand même assez consistante pour éditer tout ça. Oui, tout à fait. Et on a un contrat social qui est assez riche, donc beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes à lire et à comprendre. Exactement. À côté de vous, Jean de Calbiac, bonjour. Bonjour. Avocat en droit social. Donc, vous savez lire les fiches de paye et j'imagine que vous devez savoir lire les fiches de paye de vos clients ou en tout cas des salariés de vos clients quand vous les défendez, qu'il y a des contentieux. Vous allez nous expliquer justement dans ces 20 minutes qu'on va passer ensemble, parfois si certaines erreurs sur les fiches de paye peuvent avoir des conséquences aussi quand il y a des contentieux prud'homaux. Et à côté de moi, comme tous les vendredis, Caroline de Senneville, bonjour. Bonjour Nicolas. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Combien de personnes lisent vraiment leurs fiches de paye? Beaucoup. Le Club Landois a publié une étude en septembre dernier sur la compréhension de la fiche de paye par les salariés français. 74% d'entre eux la lisent des réceptions de la fiche de paye. En revanche, concernant sa compréhension, c'est pas la même chose. 83% ne lisent que la ligne relative au salaire net. Et seuls 13% déclarent comprendre toutes les cotisations qui sont inscrites sur leur fiche de paye. Jean de Calbiac, on avait eu Maxime Sbaï, donc du Club Landois, qui était venu présenter cette étude, c'était en octobre dernier. Il nous disait 15 millions de personnes la lisent, donc ça fait de la fiche de paye le magazine le plus lu de France. Mais si on ne lit qu'une seule ligne, si c'était comparable à un magazine, ça équivaudrait à regarder quoi dans ce magazine? Alors justement, il y a plusieurs... C'est toute la question de comment est-ce qu'on est payé. Qu'est-ce qu'on regarde? On peut regarder la première ligne, c'est-à-dire qu'on peut regarder le salaire brut, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Et après, depuis l'entrée du prélèvement à la source, on va lire deux salaires nets, un salaire net social et un salaire net effectivement payé aux salariés, c'est-à-dire un salaire net déduction. Après prélèvement à la source. Ce qui veut dire que le salaire brut, on le regarde pas forcément beaucoup, mais quand on est par exemple employeur, Boris Smolik, le brut veut dire beaucoup plus de choses que le salaire net, non, au final? Ça reste un élément déterminant, notamment dans le recrutement, puisqu'on parle toujours en salaire brut, éventuellement un salaire fixe. En tout cas, les employeurs. Les employeurs. Pas forcément les salariés, justement. Mais lorsqu'on fait une promesse d'embauche ou qu'on rédige un contrat, ce contrat est rédigé avec des rémunérations brutes, qu'elles soient sur le salaire fixe, le salaire éventuellement variable, s'il y a une part variable, et il y a tout un tas de composantes qu'on va retrouver dedans qui vont apparaître directement sur le bulletin de salaire, mais pas dans le contrat de travail. Tout ce qu'on appelle les avantages sociaux. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais qui font partie. Ça va faire des lignes ça va faire des lignes supplémentaires, mais qu'on ne détaille pas, en réalité, totalement dans le contrat de travail. Et c'est ça qui rend peut-être la lecture un peu plus compliquée pour les salariés. Certaines personnes, Jean de Calbiac, ils disent que la fiche de paye est limite plus importante que le contrat de travail à un certain stade. C'est-à-dire que c'est peut-être là en fait où il y a les infos les plus importantes, surtout s'il y a des évolutions salariales, des avenants peut-être, ou même des accords oraux qui sont noués entre l'employeur et son salarié. Ce qui n'est pas forcément rajouté au contrat va l'être forcément sur la fiche de paye, que ce soit une augmentation salariale ou autre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la fiche de paye va refléter la réalité de la situation d'un salarié à un moment donné. Donc, elle va refléter ces éléments. Qu'est-ce qu'elle va refléter? Elle va refléter la rémunération brute. D'un point de vue contractuel et juridique, en fait, on se fie souvent à la rémunération brute, ne serait-ce que pour calculer une indemnité de départ ou pour des dommages et intérêts, on se réfère à la rémunération brute. Bien évidemment, le salarié va se voir par rapport au net social. Et ça va faire naître chez lui, en fait, une question. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre le brut et le net? D'autant plus, et là je vais me tourner encore vers le côté employeur, il y a une ligne qui n'est pas très explicite, cotisation patronale, oui. Et c'est qu'une seule ligne, mais en fait c'est une seule ligne qu'on pourrait ouvrir et ce serait un tiroir quand même assez long. Et Maxime Sbaï du Club Landois nous disait, il y a un petit problème avec cette ligne-là, c'est que les gens minimisent les vraies cotisations des employeurs dans le système social. Par exemple, dans cotisation patronale, on a quoi comme entrée?
On va avoir toutes les cotisations, donc retraite, les cotisations chômage, on va avoir toutes les cotisations donc, de notre système de protection sociale. Mais donc côté salarié, on voit aussi ces lignes-là. Bien on sûr. cotise même à l'AGS, l'assurance garantie salaire, mais dans les cotisations patronales, il y a certaines lignes que nous, on ne voit pas, mais où l'employeur paye quand même chaque Elles sont mois. globalisées puisqu'il y a eu une volonté du législateur par les années passées de simplifier la lecture du contrat de travail. Et en simplifiant la lecture du contrat de travail, ça a été de compiler toutes ces cotisations patronales. Et donc, du coup, ça donne un côté un peu opaque à la réelle valeur du travail et à ce que la relation de travail coûte à l'employeur. Et donc, elles sont effectivement globalisées. Et donc, à l'intérieur, il faudrait pouvoir distinguer, sous-distinguer donc toutes les cotisations pour quel organisme de protection sociale ça finance. Exactement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ça représente quoi, en fait, comme conséquence, le fait qu'on ne comprenne pas les cotisations Justement, l'étude du Club Landois montre que seuls 52% des salariés interrogés ont conscience que leurs propres cotisations ne financent pas leur future pension de retraite. Ça, pour l'aspect retraite, oui. Ça, c'est un problème de compréhension de notre modèle par répartition et capitalisation. Les gens pensent capitaliser alors qu'en fait, on paye pour ceux qui sont actuellement retraités. On y reviendra peut-être après, mais il y a un truc peut-être plus grave, Jean de Calbiac, c'est si on ne comprend pas dans quoi l'entreprise, l'employeur cotise, peut-être que justement, on sous-évalue le coût que l'on a pour l'employeur. Le ratio, c'est combien entre le net qu'on reçoit et ce qu'on coûte vraiment à l'entreprise ? Alors, c'est une question qui est très intéressante, puisqu'elle va justement dépendre de votre rémunération. Et c'est une particularité du droit de la sécurité sociale française, c'est qu'en fait, on a des cotisations qu'on appelle les cotisations plafonnées. Dit autrement, alors, en plus avec un effet également d'exception qui est lié à des réductions Fillon. Mais c'est-à-dire que votre taux entre le net et le brut va être plus faible pour une haute rémunération et plus fort pour une faible rémunération. Et il est d'autant plus dommage que les salariés ne perçoivent pas l'importance des cotisations sociales patronales, que ces cotisations sociales patronales, et on fait, puisque nous, en fait, on fait beaucoup d'études entre les pays, dans le cadre de la mise en place de plans de rémunération, sont les cotisations qui sont les plus importantes en Europe. C'est-à-dire qu'on est à un des niveaux de cotisation sociale patronale le plus important en Europe. Et le fait que les gens n'aient pas conscience de ça, est-ce que dans l'étude du Club Landois, ça a des conséquences sociales? Je pense notamment aux gens qui se plaignent de ne pas être assez bien payés ou de penser que leur patron, par exemple, est un peu radin, pour parler vulgairement. Ils n'ont pas conscience qu'en moyenne, ils coûtent 2 fois plus cher à leur employeur que leur salaire. Ça, c'est pour jusqu'à quel niveau de rémunération qu'on va coûter 2 fois ce qui apparaît sur le... Alors, c'est graduellement. Vous avez des cotisations qui sont calculées jusque sur la base d'un plafond de la sécurité sociale. Et après, vous avez des cotisations, notamment Agir Carco, qui sont payées jusqu'à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est que finalement, on est dans des jeux en fait, de plusieurs poches qui se compensent. Et on le voit lorsqu'on fait les simulations. Et qu'est-ce que nous apprennent en fait, les simulations qu'on fait entre les pays européens ? C'est qu'en Europe, la France n'est pas forcément le pays le plus taxé. Vous allez par exemple en Angleterre, vous allez payer plus d'impôts en Angleterre ou en Allemagne qu'en France. Mais il y a moins de cotisations de sécurité sociale. Donc en fait, on a un effet en fait, transfert de charges, c'est que finalement, l'État reporte en France sur les entreprises ce qui est payé directement par les salariés dans d'autres pays par le biais de l'impôt sur le revenu. Donc c'est terriblement efficace au niveau peut-être du consensus social, mais le coût est un coût qui est déguisé. Et il y a un petit coup moral aussi, c'est que parfois on minimise aussi ce que l'entreprise va apporter aux différentes composantes du système social. Si on devait conseiller à des gens de regarder leur fiche de paye et de leur dire, voilà, regardez pas le salaire, mais regardez les autres infos, quelles seraient les 3 grosses infos clés à regarder chaque mois si on ne devait en choisir que 3 ? Vous allez me dire qu'il y a plus, mais si on devait en choisir 3. Alors, il y a tous les systèmes de protection sociale que vont être les régimes de santé et de prévoyance, puisque l'employeur, chômage également, mais l'employeur a l'obligation donc de cofinancer ces régimes, et selon l'entreprise à laquelle on va appartenir, cet effort va être plus ou moins conséquent. C'est-à-dire qu'à minima, ça doit être de 50%. Là, on parle des mutuelles, mais des mutuelles, des complémentaires. Et
Parfois, il y a des entreprises qui vont jusqu'à 90, voire 100% de la prise en charge. Donc, ça restitue nécessairement du pouvoir d'achat. Ça, il faut pouvoir le regarder sur son bulletin de salaire. Les autres éléments, c'est tout ce qui ne va pas être fiscalisé, puisque on va avoir tout un tas de dispositifs d'avantages sociaux. Donc on a parlé de la santé, on a parlé de la prévoyance, mais il y a de la retraite supplémentaire, il y a des choses comme ça qui ne sont pas soumises à charge, ou très peu, simplement à CSG, CRDS et à exonérer d'impôts. Et donc ces éléments-là, on a du mal à bien les repérer sur le contrat de travail. On a du mal à les repérer, ou est-ce que culturellement, on a du mal à s'y intéresser? Parce que là, vous parlez d'une rémunération qui, en fait, est beaucoup plus tardive. Quand on parle de cotisation retraite, c'est-à-dire qu'on doit se projeter sur, grâce au salaire d'aujourd'hui, combien je vais gagner quand je ne travaillerai plus, et ça, les gens s'y intéressent. Sur la retraite, vous avez parfaitement raison. En revanche, sur les régimes de santé et de prévoyance, c'est immédiat, puisque ce sont des cotisations mensuelles. Ce sont des cotisations mensuelles, et donc ça restitue du pouvoir d'achat. Vous avez les frais de transport, de la même manière, quand on parle du pass Navigo, 50% normalement. 50% normalement, mais on a des entreprises, et c'est là où on mesure la qualité du contrat social, qui vont au-delà, et qui peuvent prendre l'intégralité. C'est RSE, on peut l'habiller comme on le souhaite. Ça, c'est les accords entreprises qui vont se refléter sur la fiche de paie. Exactement. Et l'autre élément qui est très important, qu'il faudrait regarder sur le bulletin de salaire, c'est tout ce qui va concerner le partage de la valeur. Le partage de la valeur, que vont être l'intéressement, la participation, éventuellement les primes Macron, qu'on appelait les primes Macron, qui sont désocialisées pour partie et défiscalisées. On va avoir des abondements que l'on peut capter sur certains dispositifs d'épargne salariale. Et tout ça, on ne le verra jamais dans la fiche de paye, enfin on le voit sur une ligne spécifique. Mais ce ne sera pas dans le salaire net. Ce ne sera pas dans le salaire net, puisque c'est transféré immédiatement. Vous avez une ligne en haut de bulletin qui vient vous l'attribuer, et une ligne en bas de bulletin qui vient vous le retirer, puisque c'est versé à un organisme d'épargne, dont on fait partie, nous, Malakoff, d'épargne salariale ou d'épargne retraite. Et donc ces éléments-là, il faut être capable de les réintégrer. Et c'est pour ça que les DRH ont compris que la lecture du bulletin de salaire à elle seule ne suffisait pas. C'est pour ça qu'ils font des BSI, des bulletins sociaux individuels, et qui va donner cette vision sur trois rubriques différentes. Le salaire fixe et éventuellement variable pour ceux et celles qui ont une part variable, les avantages sociaux, que j'évoquais tout à l'heure, et qui là, cette fois-ci, vont être valorisés par l'employeur en plus de la rémunération. On parle des entreprises vraiment bien disantes, parce qu'on imagine que beaucoup d'entreprises ne vont pas le faire. Caroline, je me tourne vers vous. C'est un enjeu d'éducation financière d'apprendre à lire sa fiche de paye ou pas, et c'est la responsabilité de qui de l'enseigner aux salariés? Peut-être dès la plus jeune enfance d'ailleurs, mais c'est pour ça que le Club Landois avait organisé un événement T'as vu ton net l'été dernier. Voilà, c'était la conférence avec l'étude. Oui, pour expliquer et qui était ouvert à tous sur la commune de Saint-Ouen pour pouvoir sensibiliser à ces enjeux. Après, l'employeur a aussi sûrement cette responsabilité de sensibiliser, parce que dans l'étude, on montre notamment que près de 50% des salariés n'ont pas conscience que les cotisations patronales rentrent dans leur salaire. Donc voilà, il y a un vrai sujet aussi de sensibiliser sur ces questions-là. Là, ça ressemble presque à de la marque employeur, quand vous l'expliquez, le DRH qui va expliquer tous les gains qui sont au-delà du salaire. Mais je m'intéresse à une autre chose, c'est les erreurs potentielles sur la fiche de paye. Puisque l'étude du Club Landois nous dit que la plupart des gens ne sont pas en mesure d'identifier, de repérer et de comprendre une erreur. Les erreurs créées sur la fiche de paye, quand il y a une affaire qui va être un contentieux jusqu'en justice au prud'homme, ça a quelles conséquences, par exemple, sur un contentieux, une erreur sur une fiche de paye? Qui est responsable? Alors, il y a deux types d'erreurs que l'on voit fréquemment. On a parfois des erreurs dans la répartition de taux de cotisation, notamment parfois dans des régimes assez anciens qui n'ont pas été mis à jour. L'erreur qui est quand même la plus fréquente, c'est l'erreur en matière de retraite complémentaire, que l'on voit souvent en termes de cotisation AGERC-ARCO. Donc ça fait référence à deux cas spécifiques auxquels... Des cas spécifiques. C'est le cas des salariés expatriés, et donc notamment l'obligation pour l'employeur, dans certains cas, de maintenir les cotisations à ces salariés expatriés. Et c'est aussi parfois le cas lorsqu'on a des opérations supplémentaires ou complémentaires de l'AGERC-ARCO. Mais dans ce cas-là, l'erreur est redoutable, puisque la prescription, notamment en matière de retraite complémentaire, la Cour de cassation nous le rappelle, ne part pas à partir du moment où on a édité le bulletin de paye, mais elle part au moment du départ à la retraite. Donc on l'a souvent lors des contentieux pour des caisses de retraite AGERC-ARCO, on a des contentieux avec des bulletins de paye qui datent des années 80-90,
et où on est attrait en justice pour maintenant, donc en 2026, et la Cour de cassation nous dit que la prescription ne court pas. Et ce qui est d'autant plus regrettable pour les entreprises, c'est que lorsque les entreprises se tournent vers les caisses de retraite Agirc-Arrco, parfois celles-ci ne disposent plus des données, non plus les points, la répartition des points, donc ça pose de Parce que les règles étaient différentes, les infos nécessaires ont changé, enfin ça doit être un sacré casse-tête pour les services RH dans ces cas-là. Qui peut gérer ce type de problématique quand ça arrive au prud'homme ? Ah bien, on a l'obligation donc d'archiver, de conserver les bulletins de salaire. Donc forcément, on doit le faire avec des conseils qui nous accompagnent là-dedans et pour pouvoir rétablir une situation telle qu'elle aurait dû être si erreur il y a eu. Donc, toute erreur, c'est la responsabilité de l'entreprise sur la fiche de paye. On est d'accord, maître ? Oui, c'est une erreur. Alors, je vous dirais qu'il y a quand même deux types d'erreurs. On a l'erreur qui est un peu juridique, mais moi je dirais que le bulletin de paye est quand même une sorte de thermomètre. C'est le thermomètre de la complexité de notre droit à la paye. Vous avez fait part de votre étude en disant que 13% des salariés comprenaient leur bulletin de paye. Beaucoup. Je me permets de mettre en cause ce pourcentage qui me paraît extrêmement élevé. Il est plus facile pour un juriste français, on l'a vu dans nos études, de comprendre un bulletin de paye émis aux États-Unis ou en Grande-Bretagne que de comprendre un bulletin de paye émis en France. Et c'est vraiment le thermomètre finalement de deux points. C'est la complexité et surtout du niveau de prélèvement. Et ça me revient à une question. C'est finalement, pourquoi est-ce que c'est si complexe ? Est-ce que c'est si complexe parce que finalement, il y a des erreurs administratives ou est-ce que c'est si complexe puisque finalement, on veut un peu cacher aux employés français le coût de leur modèle social actuel. En gros, c'est qu'on le maintiendrait complexe pour pas que les gens viennent soulever le tapis en fait et regarder la poussière en dessous. Je dis pas du tout que c'est fait à dessein, mais en fait, on en arrive à la conclusion, c'est-à-dire qu'un salarié, lorsqu'il regarde son bulletin de paye, ne comprend pas que parfois, il y a entre le coût employeur et le net perçu pour le salarié un ratio de 2 à 2,5, qui est absolument compliqué. Et le seul qui le comprennent, ce sont actuellement les URSSAF, qui s'engouffrent justement dans ce problème, puisque vous parliez des erreurs, on a les erreurs devant le Conseil de prud'homme, mais on a les URSSAF qui se saisissent de ces erreurs devant les bulletins de paye, et qui, après avoir un peu modéré leur contrôle dans les années post-Covid, recommencent de façon de plus en plus intense à faire des contrôles et des contrôles d'assiettes avec des données, en fait, en confrontant les données DSN, les données du bulletin de paye. Ce qui conduit, en fait, à des redressements pour les entreprises. Et finalement, le principal risque pour les entreprises actuellement, ça va être notamment le contrôle et le contentieux URSSAF sur une législation qui est particulièrement complexe. Ça veut dire que chaque mois, vos services RH, avant d'appuyer sur envoyer ou de déposer, plutôt maintenant, on dépose les fiches de paye sur des coffres-forts numériques. Avant de déposer, il y a un double, triple, quadruple check parce que chaque erreur peut avoir des coûts assez importants. C'est un enjeu très fort, cette fiche de paye, pour les entreprises. Ah oui, c'est un enjeu très très fort. Et c'est pour ça qu'on a une première étape qui consiste à faire une pré-paye et la contrôler. Et ensuite, la valider une dernière fois avant les virements et l'envoi dans les coffres-forts électroniques. Petite question d'actualité, l'IA, là-dedans, elle va vous aider un peu ou pas ? Très certainement. On n'en a pas encore mesuré pleinement les conséquences. Elle peut faire des erreurs, l'IA aussi. Elle pourra faire des erreurs, et ce qui voudra dire que on devra, nous aussi, contrôler l'IA. Et donc voilà, donc tout ça, on l'a pas, pour tout vous dire, on l'a pas du tout utilisé encore en paye. Alors, il y a quelques lignes importantes que les gens ne calculent pas forcément sur leur fiche de paye, mais qui en disent beaucoup quand même sur notre modèle social, et qui peuvent mettre en lumière des choses qui fonctionnent très bien. 3 lettres, AGS. Si je dis AGS, fiche de paye, qu'est-ce que les salariés devraient comprendre quand ils lisent cette ligne ? Qu'est-ce qu'ils cotisent ? Pourquoi ? Quand on cotise, la cotisation AGS, les gens n'y pensent pas forcément, mais à un moment dans leur vie, ça peut être très intéressant d'avoir cotisé. L'assurance garantie salaire. Justement, c'est le propre en fait de l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment quelque chose qui est assurantiel, qui ne va pas s'appliquer à tout le monde et qui va couvrir quelques grands risques. Et justement, ce qui est amusant, c'est que finalement, la cotisation qui est la plus petite est également la cotisation qui est finalement la plus efficace. Ce qui montre qu'en fait, on peut faire beaucoup et qu'on peut être efficace avec finalement peu. Le reste, en fait, on n'est pas sur de l'assurance. C'est qu'en fait, on n'est pas sur... Même nos mécanismes ont été un peu dévoyés. On parle d'assurance complémentaire santé. Mais l'assurance complémentaire santé
finalement, on est un peu dans l'achat de prestations qui vont être redistribuées aux salariés. Donc, on n'a pas ce côté aléatoire. C'est de la rémunération globale. On est sur une rémunération globale pour les salariés, mais on n'est pas vraiment sur un mouvement assurantiel. C'est passionnant, c'est technique aussi. Je pense que les gens n'auront pas encore tout compris sur la fiche de paye, mais en fait, c'est pas qu'un salaire, cette fiche de paye. Ça en dit beaucoup sur notre relation de travail avec notre employeur. Ça en dit beaucoup sur la qualité aussi de ce que l'employeur peut nous donner. Je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Merci Caroline de m'avoir accompagné. Merci Jean de Calbiac, donc avocat en droit social. Et bien sûr, merci Boris Smolik, donc directeur grand compte épargne chez Malakoff Humanis. À très bientôt sur Bismart. L'émission est terminée. Arnaud Ardouin sera de retour la semaine prochaine. D'ici là, regardez nos programmes. À très bientôt sur Bismart.